Penser vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits, guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à trouver notre chemin, à surmonter les difficultés naturelles du quotidien et qui ne demandent de nous que de nous mettre en affinité avec eux, d'élever nos pensées de temps en temps, comme on est en train de le faire en ce moment même, pour avoir un meilleur accès à nous et donc transmettre leurs conseils par l'intuition, par l'inspiration ou même par la médiumnité. Et c'est pour ça que nous remercions cette occasion d'être réunis pour ce cours aujourd'hui, pour étudier ces points fondamentaux de la philosophie spirit que nous a légué un autre missionnaire qui est venu, qui s'appelle Allan Kardec, que nous puissions comprendre ces leçons, comprendre ces lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel, nous mettre en harmonie avec elles afin de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille et que ces lectures, ces réflexions, ces échanges puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Alors, on est déjà le 26, vous vous rendez compte, le mois de janvier est déjà pratiquement passé. Toujours dans le module numéro 1, on va voir comment tout ça, ça a commencé. Les phénomènes médiumniques qui ont précédé le travail qu'a fait Allan Kardec d'observation des phénomènes et d'essayer d'en tirer les causes, d'émettre des hypothèses sur les mécanismes qui sont derrière ces phénomènes. Donc, c'est ce qui s'est passé à Hydesville aux États-Unis. Je pense que la majorité de vous en avez entendu parler, chez la famille Fox et les tables tournantes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait vu donc depuis début janvier. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premiers cours, parce qu'il y a constamment des personnes qui s'inscrivent, et puis merci. L'enregistrement, en fait, je le mets sur YouTube. Il y a deux canaux, le Regard Spirit du mouvement Spirit francophone et Allan Kardec de l'ancienne Fédération Spirit française. C'est là où vous pouvez revisionner les émissions de cette année et puis même celles de l'année dernière, celles de l'année d'avant, comment ça s'est accumulé maintenant. Mais c'est toujours très gratifiant parce que on se rend compte que chaque enregistrement, on arrive assez vite à une centaine de visualisations, certains même beaucoup plus. Et donc, ça prouve que on prêche pas dans le désert, quoi. Il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent. On connaît notamment une personne qui, à cette heure-ci, elle a des soins à domicile, hein, elle n'arrive plus à se déplacer. Et puis, c'est l'heure où l'infirmière passe. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas participer en direct, mais chaque fois, elle visualise la vidéo en différé. Et donc, on verra dans ce module 1, la semaine prochaine, Kardec, qui c'était, hein, pourquoi lui, hein. On verra la méthodologie et les critères qu'il a utilisés. Donc, ça sera un peu plus pointu sur des questions d'épistémologie. Et on verra aussi qu'est-ce que c'est que ces 5 livres qu'il a écrits et qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Pour ceux qui les ont pas lus ou même pour ceux qui les ont lus, c'est toujours bon de savoir où trouver quoi. Hein. Et donc, alors, ici, le fascicule, je l'ai mis et remis dans le groupe Skype. Si vous ne l'avez pas, ou s'il n'y est plus, ou s'il n'y avait plus accès, dites-le moi, je le remettrai. Voilà. Alors, comme je le dis souvent, comme je l'ai souvent dit, la médiumnité, elle existe depuis que l'être humain existe. Hein. Ça existe depuis que le monde existe, ou presque. Et comme c'est un phénomène naturel, voilà, la nature, les lois de la nature sont immuables, elles ne changent pas. Hein. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Alors, beaucoup de personnes, ah ouais, ça y est, j'ai trouvé, j'ai réinventé quelque chose. Beaucoup de personnes aiment bien réinventer le monde. Et Allan Kardec a toujours eu cette humilité de dire, oui, c'est rien de nouveau, hein, parce que le fait que ça ait toujours existé
C'est une preuve de plus que le phénomène il est bien authentique, hein, que c'est pas nouveau, que ça a toujours existé, mais que on le comprenait imparfaitement, et c'est grâce au travail qu'il a réalisé que maintenant on le comprend mieux, hein. Et il y a encore du travail à continuer pour le comprendre encore mieux, hein. Beaucoup de choses qui n'ont pas encore été conceptualisées, notamment le père-esprit ou qu'est-ce que c'est que cette semi-matière. La physique ne s'y est pas encore intéressée suffisamment, la science en tout cas. Et donc, ces phénomènes qui se produisent depuis toujours, hein, il y a toujours eu des fantômes, il y a toujours eu des châteaux hantés, il y a toujours eu, dans toute l'histoire et la préhistoire, il y a toujours beaucoup de récits de ce genre qui ont existé et qui se produisent d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, hein. Et Hydesville, c'était donc un cas de maison hantée, mais un cas de maison hantée qui au moment où il s'est produit et puis l'intensité qu'il a eu une répercussion immense. Donc, Hydesville, c'est une petite ville qui est dans l'État de New York, hein, où à l'époque la presse était déjà forte et tout. Il y a eu une répercussion immense dans la presse au niveau mondial. On en a parlé un peu partout dans le monde de ces phénomènes-là. Et c'est ce phénomène hein, qui s'est produit en 1848 hein, qui a attiré l'attention du monde entier ou rappelé hein, l'occurrence de ce genre de phénomène et leur caractère étrange ou, entre guillemets, inexplicable et aussi authentique, hein. Et ce phénomène de Hydesville, alors il y a aussi eu des maisons hantées en France, hein, il y en a toujours eu et il y en a toujours d'ailleurs. Mais en France et puis dans le reste du monde, les premiers médiums, hein, ils utilisaient des guéridons, hein, c'est ce qu'on appelle les tables tournantes, des petites tables, ils mettaient leurs mains dessus, et puis la table bougeait, ou on entendait des coups dans la table, alors elle se balançait, elle tapait par terre avec un pied, et donc, grâce à ce procédé, il y a des personnes qui ont réussi à établir des communications avec les esprits, hein, du genre un coup pour oui, deux coups pour non, ou alors un coup pour A, deux coups pour B et 26 coups pour Z, vous voyez. Donc, c'était assez long, hein, mais c'est comme ça que les premiers médiums se communiquaient dans les premiers groupes. Donc ça, c'était dans les années 1850 en France. Là aussi, on trouve des récits. Les journaux de l'époque en sont pleins, avec bien sûr des gens qui étaient surpris du phénomène, qui ne le niaient pas, qui affirmaient sa réalité, et d'autres qui le critiquaient, qui le niaient, qui l'attribuaient au diable, à la folie des gens qui étaient réunis. Enfin, voilà, il y a eu toutes les réactions. Et c'est en fait cette polémique qui a enflé au niveau mondial et qui a fait que, à cette époque-là, donc c'est 1848, c'est le milieu du 19e siècle, il y a eu un regain une invasion, hein, comme le dit Arthur Conan Doyle dans son livre sur l'histoire du spiritisme, une invasion de ces phénomènes qui, pour attirer l'attention des humains à cette époque-là sur les causes possibles, hein, donc celle qui a été attribuée par la suite, hein, qui est donc l'intervention des esprits. Alors, sur ce phénomène de Hydesville, bon, on trouve des descriptions un peu partout, hein. Là, on cite un auteur brésilien, Les Tables Tournantes. Je ne pense pas que ce livre soit traduit en français, mais aujourd'hui, il y a un site de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Retro News. Alors, il y a certaines fonctions qui sont payantes, mais il y a d'autres fonctions qui sont quand même gratuites. Si vous allez par exemple sur ce site et que vous cherchez dans les journaux entre 1845 et 1855, par exemple, l'expression table tournante, hein, vous verrez qu'il y a des centaines et des centaines d'occurrences. Donc, les journaux parlaient énormément de ça à cette époque-là. C'était devenu une véritable mode, un divertissement, hein. À l'époque, il n'y avait pas de télé, pas d'Internet, il y avait le théâtre, hein, il n'y avait pas encore les cinémas.
Donc les gens, en fait, se réunissaient dans les salons, invitaient d'autres personnes. Et évidemment, comme il y avait l'embarras du choix dans les différents salons, c'est le salon qui proposait l'activité la plus exotique qui attirait le plus de monde. Et donc, il faisait certains salons, comme celui de Mademoiselle Huet, par exemple, hein, faisait bouger des tables, organisait des communications avec les esprits pour attirer du monde. Et donc, il y a plein de personnes qui sont passées, qui ont vu, certaines ont cru, d'autres sont restées sceptiques. Voilà, c'est comme tout, quoi. Mais il y a eu beaucoup de personnes étaient en contact avec ces phénomènes à l'époque. Et alors, on se dit, ouais, bah, à l'époque et après, bon, la mode est passée, évidemment. Mais ces phénomènes-là ont toujours continué à se pratiquer. Ouais, moi, j'ai découvert avec surprise, en causant avec ma tante, que ma grand-mère le faisait aussi. En cachette, évidemment, hein, mais elle faisait, il y avait aussi un petit guéridon, et de temps en temps, il faisait des réunions. Donc ça, c'était ouais, au milieu du XXe siècle, hein. Et donc, ça se pratiquait beaucoup plus qu'on ne le pense. Et quand je suis rentré du Brésil en 1990, un des premiers groupes qu'on a trouvé sur Mulhouse faisait bouger des tables. Ils avaient un guéridon, ils le faisaient bouger. Puis c'est là, à cette occasion-là, que personnellement, c'était la première fois que je voyais un guéridon qui bougeait. Et j'ai bien pu observer, c'était l'été, les gens avaient des manches courtes, donc on voyait bien les muscles et tout. C'était clair, il n'y avait personne qui bouge, qui tirait sur la table. Ils avaient quand même les mains en contact. Et la table bougeait d'une façon où, ben, on voit par la mécanique, pour soulever la table de cette manière-là, avec la manière qu'ils avaient les bras et les mains sur la table, bon, sauf en ayant des ventouses ou des cols, et ça il suffit d'observer pour voir qu'il n'y en avait pas. Voilà, on se rend compte très vite que le phénomène est authentique, quoi, qu'il n'y a pas de triche. Et quand après la table commence à donner des réponses en disant, voilà, il y avait une des participantes qui était assez sceptique, hein, qui est retournée dans le monde spirituel déjà depuis, elle était assez sceptique et un jour, dans une séance, elle a reçu un message de sa mère par l'intermédiaire de la table. Et c'était vraiment émouvant, quoi. Hein, elle est toujours restée sceptique après ce message, hein. Ça, voilà, il y a des fruits qui sont mûrs, d'autres pas. Mais moi, j'avais trouvé ça émouvant. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, hein, dans ce moment-là. Et donc, par la table, vous voyez. Et donc en 1848, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Huntsville, c'est dans l'État de New York. L'État de New York, il est très grand en dimension, hein. Il commence, l'extrême sud, bah, c'est Manhattan, c'est la ville de New York. Et ensuite, l'État, il remonte jusqu'au Grand Lac, hein. Je ne sais pas comment ça fait de kilomètres, mais ça fait un bon millier de kilomètres. Et Huntsville, c'est une ville qui est à côté d'une autre ville qui s'appelle Rochester, qui est tout au nord, tout près des lacs, hein. C'est là où ce phénomène s'est produit. Et donc, ça a ébranlé, comme il le dit, l'opinion publique de l'époque. C'était une petite maison où habitait la famille Fox. Alors, vous trouverez aussi des images, des photos de cette maison, hein, bon, a été détruite, hein. C'était des maisons en bois aux États-Unis, comme souvent, et qui sont assez éphémères. Mais donc, dans cette maison, il y a eu ben, des bruits qui se produisaient, hein, qui ont commencé doucement et puis qui sont allés crescendo. Il y avait le père, la mère et trois filles, hein, Kate, Margaret et Lee Fox, hein. Et euh, jusqu'au point où ben, ça commençait à les déranger, ils dormaient, ils n'arrivaient plus, ça se produisait en pleine nuit, ça les réveillait. Donc ils ont appelé les voisins pour trouver, pour essayer de regarder, surveiller, voir si c'est quelqu'un qui faisait une mauvaise plaisanterie, une chose comme ça. Ben, rien n'a été trouvé, quoi. Et le phénomène prenait de l'ampleur. Donc, il y a les religions qui sont venues, les religieux, hein, qui faisaient de l'exorcisme. Enfin, rien n'arrivait à arrêter le phénomène. Les journalistes sont venus, les autorités locales, et il y a même, à un moment donné, des scientifiques qui sont venus, hein, des scientifiques de l'époque, qui disaient, bon, ben, on va démasquer facilement toute cette supercherie. Et puis en sortant, ben, ils ont dit, ah ben non, ce n'est pas une supercherie, les phénomènes sont effectivement authentiques. Et vous avez quelques-uns de ces scientifiques
ont publié des livres sur les observations et les études sérieuses qu'ils avaient faites du phénomène. Et ce qui est, c'est un autre point, disons, de rupture, hein, par rapport à la banalité de ce genre de phénomène, c'est que ben, la plus jeune des filles, elle a commencé naturellement et spontanément, hein, parce qu'elle avait moins de 10 ans à l'époque, un dialogue en disant Monsieur le pied fourchu, tapez 3 coups. Et d'un coup, boum, boum, boum. Ah, tapez 10 coups. Bon, il y a eu 10 coups. Et donc, spontanément, comme ça, il y a un dialogue qui s'est installé entre le phénomène et puis, par l'initiative de la petite, avec la famille. Et donc, c'est là qu'ils ont défini ben, un coup pour A, 2 coups pour B. Bon, si vous posez une question directe où on peut répondre par oui ou non, ben, c'est un coup, 2 coups. Mais bon, par exemple, pour trouver le nom de la personne, il faudrait citer tous les noms qui existent jusqu'à ce qu'il tape 2 coups, ce serait beaucoup trop long. Donc, ils ont dit, ben, donne-nous ton nom, un coup pour A, 2 coups pour B, lettre par lettre. Vous voyez. Ils ont su qu'il s'appelait Charles Rosma, que c'était un colporteur qui avait été assassiné dans cette maison. Ça, c'est donc ce que le phénomène a répondu sur son identité. Hein. Donc, c'était un esprit décédé qui causait le phénomène et donc qui avait été assassiné dans cette maison quelques années auparavant, avant que la famille y habitait. Et l'histoire raconte que un peu plus tard, hein, quelques années plus tard, quand ils ont fait des travaux dans le sous-sol, ils ont effectivement trouvé un double mur derrière lequel ils ont trouvé des ossements. Hein. Donc l'histoire qu'avait raconté ce Charles Rosma, cet esprit, était authentique, quoi. Et ça, c'était le point de départ, hein. Après, il y a eu des démonstrations publiques, hein, c'est-à-dire que il y a eu tellement hein, aux États-Unis, tout est monté avec beaucoup tout est extrêmement amplifié, exagéré par la presse. Donc, ils ont commencé, ils ont demandé à ces 3 sœurs de faire des démonstrations publiques, donc dans des salles qui étaient louées pour ben, faire des coups ou faire bouger des objets, d'autres phénomènes. Et là, vous avez il y avait partout, comme toujours, des personnes qui ont regardé ça de façon sérieuse et qui ont reconnu l'authenticité, d'autres qui ont toujours nié ce phénomène, hein, d'autres qui l'ont attribué au diable, hein, essentiellement les religieux. Et donc, à un moment donné, il y a eu un tel bazar dans la salle que les pauvres filles, elles ont failli être lynchées, quoi. Elles ont accusé de tricheuses ou voilà. Enfin bon, c'est pour vous montrer un peu les polémiques que le phénomène a géré, et c'est ça qui en fait a fait que c'était comment dire, le point initial, pouf, d'où la nouvelle est partie et s'est répandue dans le monde. Et c'est là où vous avez aussi eu ben, la formation des premiers groupes spirites ou du spiritualisme moderne, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, hein, en anglais, modern spiritualisme, en Angleterre. Et c'est comme ça aussi que ce phénomène s'est répercuté partout ailleurs dans le monde, où donc, plutôt que de faire produire des coups dans la maison, les gens faisaient bouger des tables, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, en France, on trouve ces descriptions dans les journaux, comme je vous l'ai dit, et comme vous pouvez le retrouver, dès 1851-1852, quoi, hein. Et c'était très commenté. Ils avaient aussi appelé des scientifiques, hein, pour venir démasquer, pour hein, arrêter une fois pour toutes avec ses supercheries, avec ses croyances aveugles, etc., hein. Et donc, il y en a certains qui ont continué à le nier, hein, notamment certains qu'a cité Alan Kardec un peu plus tard, hein, un professeur, le docteur, je ne sais plus comment son nom m'échappe maintenant, de Lamballe, hein, donc c'est la ville où il habitait,
qui disait, ça y est, j'ai trouvé la cause du phénomène, c'est un muscle péronéen qui, dans certaines positions, claque, hein, le muscle claqueur. Voilà, j'ai expliqué, donc c'est toute la supercherie, on n'en parle plus, c'est définitivement enterré, voilà. Alors que ben, le muscle péronéen, il est sous la table, et puis des fois, les coups se produisaient dans les murs ou ailleurs. Voilà, ça, en fait, ça n'expliquait rien du tout, quoi. Et ça, je dirais, c'est un problème qu'on a un peu plus particulièrement en France, hein, c'est que les sceptiques, pour détruire, ils n'ont pas peur du ridicule, quoi. Hein, les Anglais, j'ai donné hier une conférence ici au Portugal sur William Crookes. Ben, c'était tout à fait différent, quoi. Hein. Ils ont dit, bon, ben, les phénomènes naturels sont là, il faut les observer. OK, ça me contredit, ça contredit mon modèle, mon paradigme, mais les faits sont opiniâtres, il faut bien les prendre en compte et pas hésiter à se remettre en question. Et ça, ben, les scientifiques sont humains, hein, donc ils ont tous un petit peu leur résistance par rapport à ça. Et donc, ils ont beaucoup de mal à changer. Hein. Parfois, ils restent sceptiques envers et contre tout, en donnant des explications qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus absurdes que l'explication naturelle de la chose, quoi, que ça vient du monde spirituel. Et ça uniquement pour nier le monde spirituel. Alors, il y a Benoît qui nous écrit, la petite page Wikipédia française n'est pas très flatteuse pour les sœurs Fox. Si tu veux commenter rapidement ce qu'elle en dit, alors euh, elle les prend pour des illuminés, c'est ça? Alors, effectivement, quand on regarde la page Wikipédia française, bon, elle est très succincte par rapport à celle qu'on trouve au niveau international avec une langue en anglais, mais on sent qu'il y a vraiment une démarche, comment dire, pécuniaire hein, dans la, comment dire, dans les phénomènes et enfin, c'est la phénoménologie qui commence, effectivement, ils font payer les entrées, et après, au niveau de la confession, on a l'impression qu'en fait, ils se sont confessés euh, à un journal, j'ai pas trouvé la source, mais à un journal, du coup, peut-être pour une somme d'argent aussi. Et on peut se poser la question si tout ça, c'était pas quelque part une histoire économique. Certainement qu'il y avait des phénomènes derrière, mais leur démarche, telle qu'elle est présentée sur la page Wikipédia FR, là, c'est pas très, ça paraît pas très, comment dire, très. Attends, Ils j'arrive plus à critiquent, trouver. quoi, et ils font tout J'arrive plus à pour ne trouver. pas reconnaître l'authenticité du phénomène, quoi. Hein. Ouais, Pour ouais, ouais, trouver mais bon, des... ça divise, hein, ça divise effectivement ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas, hein, mais chacun a des arguments en fait pour Voilà. justifier suite à ça. C'est un peu, c'est, voilà, Donc, vous voyez, ça c'est pas- continue encore aujourd'hui. On continue, on continue à en parler, hein. Mais après, bon, tous ces salons avec les tables qui tournaient, il y avait plein de gens qui étaient là et qui voyaient le phénomène qui était difficile à nier. Hein. La personne qui observe un tant soit peu voit tout de suite s'il y a des cordes ou des fils ou des leviers ou des vérins ou si la personne soulève avec le pied ou je ne sais quoi. Hein. C'est quand même assez facile de voir si le phénomène est, s'il y a quelqu'un qui triche ou pas. Hein. Surtout qu'en général, bon, ben voilà, c'est cette table qu'on va utiliser, donc il a tout le loisir de la regarder avant, de la regarder après, voilà. Mais même en voyant le phénomène de façon authentique, sans pouvoir le critiquer, ah ben, et je l'ai vu dans le groupe à Mulhouse, hein, comme je vous l'ai dit, une personne qui disait, moi je n'y crois pas, je voudrais, mais je suis d'accord de venir voir. Alors j'avais appelé le responsable du groupe, tiens, une personne qui est sceptique, je peux l'emmener. Ah ouais, ouais, emmène-la, hein, parce que lui était vraiment à fond là-dedans. Et puis la personne, elle est venue. Je pense que je vous l'ai déjà raconté cet épisode. Hein. Ils étaient tous, il y en avait quatre ou cinq qui étaient assis autour du guéridon. Moi, j'y étais pas parce que quand moi je m'asseyais autour du guéridon, ça marchait plus, ils bougeaient plus. Non, parce que je leur avais toujours dit, arrêtez ça, vous êtes en train de pomper de l'énergie du médium. Si vous voulez des communications, prenez un crayon, faites de la psychographie, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique. Mais bon, ils étaient quand même très attachés à leur phénomène. Et donc, moi, il fallait que je me mette dans un coin de la salle, sinon ça marchait plus. Donc, je le voyais de l'extérieur. Et quand il disait à la table, tiens, ben voilà, il présentait les personnes qui étaient autour de la table chaque fois se dirigeait
vers une personne et vers l'autre. Et quand ils sont arrivés à cette nouvelle personne, tiens, voilà une nouvelle personne, dirige-toi vers cette nouvelle personne. Et la table, elle est allée vers cette nouvelle personne. Elle commençait à se rapprocher, quoi. Et il disait, bon, c'est bon, maintenant tu peux revenir au centre. Et la table, elle n'a pas obéi, elle a continué à avancer. Elle s'est mise de travers, hein. Il y a un pied de la table qui s'est enroulé autour des pieds de la chaise où était assise la personne. Moi, dans mon coin, j'étais écroulé, quoi. C'était vraiment tellement authentique. Et puis l'autre le chef du groupe, hein, c'était un mineur qui travaillait en Afrique, quoi, l'armoire à glace, reviens au centre, j'ai dit, avec toute son autorité et tout. Pas moyen que la table obéisse. Bon, elle a fini par revenir, mais c'était tellement authentique, hein, tout fait exprès enfin exprès par les esprits, hein, pour essayer de faire bouger l'opinion de cette personne. Et puis à la fin de la séance, ah ben non, non, il poussait la table, il tirait, elle est restée dans sa négation, quoi. Donc ça fait aussi partie de la réalité. Vous aurez des gens, même devant les phénomènes les plus patents, resteront toujours sceptiques. Et c'est ça qui illustre notre liberté, notre libre arbitre. Il y a des fruits qui sont mûrs, d'autres pas. Franck? Oui, Charles. Au sujet des sœurs Fox, c'est vrai que le débat est toujours actuel et il y a les partisans du pour, les partisans du contre. C'est vrai qu'elles ont eu une vie qui s'est terminée finalement un peu dans la misère, avec Oui. des problèmes d'alcool et des choses comme ça. Elles ont dit qu'elles avaient triché, que tout cela n'était qu'une invention. Mais au final, est-ce que en fait on peut penser, enfin moi je pense que les phénomènes étaient authentiques. Est-ce qu'on peut penser qu'en fait les sœurs Fox ont été choisies pour initier finalement ce mode de communication avec les esprits et qu'après effectivement elles ont peut-être triché, mais que voilà l'essentiel était fait. Je dis ça parce que ça me fait penser à un texte que l'on retrouve dans les œuvres posthumes d'Alan Kardec, où à un moment donné, lors d'une séance, Alan Kardec se demande pourquoi lui a été choisi Oui. pour être le codificateur. Et il a une réponse étrange en fin de compte. C'est une réponse qui est assez sèche en disant, mais bon voilà, parce que tu en as les capacités, et si tu veux pas, bah, finalement on trouvera quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. ouais. Donc, tu as tout à fait raison, Franck, hein. Je pense que les sœurs Fox elles-mêmes, avant de se réincarner, ont accepté cette mission, hein, la famille, que ça s'est produit comme ça, hein, que elles ont été quelque part l'instrument de cet événement qui a déclenché toutes ces choses par la suite. Alors, de dire que le phénomène était faux, qu'il y avait de la triche ou autre, bon, il y a quand même eu Robert Hare, il y a eu des scientifiques, il y a eu des personnes éminemment sérieuses qui ont écrit, un juge, Edmonds, hein, qui ont écrit des livres sur les observations qu'ils ont faites. Il y avait la police, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé la cause, hein. Donc, qui ont des personnes plus que sérieuses qui ont reconnu l'authenticité du phénomène, hein. Alors qu'après, aux États-Unis, business is business, il y a très vite l'argent qui s'en est mêlé. On leur a fait des offres pour faire du spectacle, des personnes payées pour aller dans ces salles pour voir, et quand le phénomène ne se produisait pas, ben, ils les faisaient. Voilà, enfin, qu'il y a eu toutes ces. À partir du moment où l'argent s'en est impliqué, qu'il y a eu toutes ces vagues, on peut très bien le comprendre. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a eu de l'exagération, c'est pas parce qu'il y a eu une exploitation financière que le phénomène en soi n'est pas authentique, hein. Ces témoignages de ces personnes sérieuses qui sont allées l'étudier, bon voilà, c'était quand même des scientifiques de l'époque renommés, quoi, hein. Donc, et puis, je vous dis, moi, si j'en ai vu une table tourner. Léon Denis, il est assez direct, hein, dans son livre Dans l'invisible. Il dit, vous voulez savoir si vous êtes médium? Facile, asseyez-vous autour d'une table et puis regardez si elle bouge, hein. Et il va jusque-là, Léon Denis, hein. Et en fait, le phénomène se produit de façon très courante. Et quand on en parle un peu, ça se fait souvent en cachette, comme ma grand-mère. Il y a un ski club dans une montagne derrière la ville où j'habitais, où, alors là, par contre, c'était pas un guéridon, hein, c'était une table en bois massif qui faisait 10 ou 12 centimètres d'épais, qui pesait 4 ou 500 kilos, qui bougeait, hein. Et donc,
quand on creuse un peu, on découvre les personnes comme ça en aparté. C'est un phénomène qui est extrêmement courant, quoi. Donc dire que tout ça c'est de la triche ou c'est de l'invention ou c'est de l'hallucination ou autre, ça tient pas, hein. Maintenant, c'est vrai que il y a des personnes qui, même devant l'évidence, ne se convainquent pas. Ça, ben, ça sert à rien d'insister, hein. Ce serait les contrarier, donc il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps euh, qu'elle se convainque. Et quand on voit tout ce qui s'est produit derrière, hein, donc tu fais bien, Franck, de parler de ce que Alan Kardec, on va en parler un peu plus loin, a fait, comment il a réagi par rapport à ça, hein. Là, quand on lit les œuvres posthumes, effectivement, la première fois, il était, je me souviens bien, Madame de Pleine Maison, hein, où je ne suis jamais 100% sûr de la séquence, où c'est là où pour la première fois, il avait vu une table bouger. Alors lui, exercé à l'observation, qui avait toujours les pieds sur terre, qui ne s'exaltait pas du tout rapidement, bon, bah, il a vu cette table bouger, il a vu des questions posées, il a vu des réponses données. Il a tout observé, il a observé les gens, qui sont ces gens, et il n'a rien payé pour rentrer, hein. Il ne faisait pas d'exploitation financière, il a regardé leur motivation et tout, qu'est-ce qui pourrait les motiver à tricher, etc. Et donc, le premier jour, la première fois qu'il a vu le phénomène, il a dit, bon, là, il y a quelque chose de... c'est un phénomène banal, mais derrière ça, on dirait qu'il y a une cause, enfin, il y a toute une révolution au niveau des concepts, hein, notamment par rapport au monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il a commencé, hein. Donc, Kardec s'est convaincu la première fois. Le premier contact qu'il a eu, c'était en voyant des tables tournantes. Alors après, effectivement, je crois que c'était déjà l'année d'après, en 1856, hein, où ben, il allait visiter plein de groupes, il prenait des notes, il y avait des questions, des réponses, qu'il commençait à noter. On lui avait donné des cahiers de notes que les groupes qui avaient commencé à travailler avant qu'il les rejoigne avaient fait. Et donc, quand les personnes, les membres des différents groupes ont vu le sérieux avec lequel il se penchait sur le phénomène, eh ben, voilà, ils ont collaboré à son travail. Et c'est ça qui, l'année d'après, en 1857, a donné le livre des esprits, hein, la première édition, avec 500 questions et réponses, hein, qui étaient des questions qui avaient été posées par lui ou par d'autres, et les réponses qui avaient été données à lui ou à d'autres par les esprits. C'est comme ça qu'est né le livre des esprits. Alors, dans ces communications, dans ces réunions, il lui a été dit plusieurs fois, mais c'est toi le missionnaire, c'est toi qui as cette mission. Et à un moment donné, comme tu l'as dit, Franck, il y avait un esprit qui lui semblait sérieux qui était là. Il lui a dit, mais est-ce que c'est vrai cette histoire de mission? Et l'esprit lui a dit, oui, c'est vrai, tu as cette mission. Maintenant, les esprits ne peuvent pas forcer, contraindre, aller contre le libre arbitre. Et c'est pour ça que l'esprit de vérité, en l'occurrence, hein, qui lui avait répondu à ce moment-là, lui a dit, tu as la mission, voilà, tu as les capacités pour le faire. Alors il a demandé, qu'est-ce qui pourrait me faire faillir? Il dit, ben, parce que tu vas être critiqué, ça risque, ça peut monter à la tête, tu vas faire face à plein d'objections, les gens vont te traîner dans la boue, vont te calomnier. C'est surtout ça qui peut te faire faillir. Et il ne pouvait pas lui dire autre chose que si tu y faillis, il y en a un autre qui viendra qui le fera à ta place, hein. Ça, c'est un bon esprit, il vous dira jamais tu vas réussir, hein, parce que dans ce cas-là, en fait, il force quelque part notre libre arbitre. Alors que Kardec, il avait le libre arbitre de dire bon, ça m'intéresse plus, j'arrête, hein. Mais l'esprit ces esprits élevés, ils savaient très bien qu'il n'allait pas faillir, qu'il allait arriver au bout. Mais ils ne pouvaient pas lui répondre autre chose, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et d'ailleurs, à la suite de cette communication, 10 ans plus tard, Kardec, il a rajouté des notes en disant tout ce qu'il m'avait prévu, hein, les trahisons, les calomnies, c'était vrai. Effectivement, j'ai dû les endurer. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est aussi
toutes ces personnes qui étaient au bord du suicide et que j'ai réussi à ramener à avoir du goût de la vie, toutes ces personnes qui ont pu être aidées ici ou là, qui ont remercié, etc. Ça, il n'en avait pas parlé. Et Kardec disait au bout de 10 ans, ça compense 10 fois tous les inconvénients que j'ai pu souffrir. Hein. Donc, c'est pour la petite histoire. Et bon, alors Kardec, évidemment, est venu, on verra un peu la semaine prochaine qui c'était. Lui aussi, il est venu avec cette mission. Il s'est préparé dans le monde des esprits avant de se réincarner. Tout le début de sa vie, le fait qu'il étudie chez Pestalozzi, le fait qu'il ait une carrière d'éducateur, le fait qu'il traverse des difficultés financières qui ont fait que il a eu ou pris le temps d'observer et d'étudier ce phénomène. Enfin, toutes les circonstances de sa vie ont fait que plus évidemment ses qualités à lui, son libre arbitre à lui, qui nous est légué ces 5 livres de base, hein, dont on verra aussi le détail dans 15 jours. On peut s'imaginer aussi à cette époque-là, pour le phénomène des tables tournantes, que beaucoup de personnes ont dû essayer et sont dû tomber aussi sur des cas d'obsession et des folies, s'ils n'ont aucune connaissance. Effectivement, donc il y a un cas. Alors, ma mémoire, comme j'ai toujours eu du mal à retenir les noms, et là, je ne le retiens pas, mais il y a eu un cas d'une personne assez connue qui s'est intéressée à ces phénomènes et qui en est devenue fou. C'était avant Kardec. Je ne me souviens plus du nom, mais en cherchant un peu, je devrais pouvoir vous le retrouver. Et donc, à l'époque, il disait, mais vous voyez, le spiritisme rend fou, en prenant un exemple et en généralisant, quoi. C'était une exception, c'était une personne qui avait peut-être une prédisposition, qui était peut-être, l'expression que j'utilise, facilement satellisable, vous voyez, et qui a dû se faire assez rapidement mettre le grappin dessus par des esprits obsesseurs, et donc qui est devenu fou, hein, et qui en est mort d'ailleurs, hein. Et donc, c'est ce qui a toujours été répété, pareil comme on prend un cas, une exception pour enterrer tout le reste. Vous voyez, quand ça dérange, le moindre argument, ah, ça y est, ça c'est conclusif, on n'en cause plus. Bon, vous voyez, on est 170 ans plus tard, on en parle toujours, hein. Vous avez 40 millions de sympathisants spirites dans le monde. Et comme je le disais, il y a plus de 40 des Israélites, par exemple, il n'y en a que 30 millions ou 28 millions. Donc il y a plus de spirites dans le monde que d'Israélites. C'est surprenant, mais c'est ce que disent les statistiques sur les religions, hein, qui sont d'ailleurs fausses, parce que le spiritisme n'est pas une religion. Vous voyez? Donc, les faits sont opiniâtres, hein, comme le disait William Crookes, hein, et à un moment donné, on est obligé de se rendre à l'évidence, hein. Il y en a plusieurs comme ça. Alors, là, on vous dit dans le paragraphe suivant, en 1853, c'était la récréation, les tables tournantes dans les salons. Et vous trouverez donc des récits dans les journaux, vous trouvez aussi des comptes rendus, donc notamment le jeune Flammarion, hein, qui avait 20 ans à l'époque, même pas, qui a participé à certaines réunions dans un de ces salons, celui de Mademoiselle Huet que j'ai déjà cité, et qui donne le nom des personnes qui étaient venues et ce qui avait été observé, ce qui avait été noté, les communications qui ont été données. Et donc, il a fait 2 livres de compte rendu qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France. Si je ne me trompe pas, ils ont été digitalisés, donc vous pouvez faire le téléchargement pour les lire depuis le site Gallica, hein, là où il y a les livres digitalisés de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, vous verrez, c'est tellement riche en phénomènes, les choses surprenantes et tout, que c'est très, très difficile de remettre l'authenticité en cause, hein, surtout que ça a été observé en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, enfin dans tous les pays, hein. Le phénomène a vraiment pris ce caractère universel puisqu'il s'est produit partout. Voilà. Alors, personne, il y en a beaucoup qui en faisaient un divertissement, hein, et donc, quand ils étaient lassés du divertissement, ils passaient à autre chose. Mais d'autres, non, on continuait, on formait des groupes. C'est comme ça qu'en fait que le mouvement spirit a commencé. Hein, c'était les
les premiers pas, quoi. C'était l'événement déclencheur, hein. C'était Conan Doyle, il parle d'une invasion de phénomènes, hein. Les phénomènes se sont multipliés et certainement aussi sous l'impulsion du monde spirituel, hein, qui ont mobilisé de nombreux esprits pour venir les provoquer ici ou là, quoi. Et d'autres qui se sont réincarnés avec des facultés médiumniques, notamment à effet physique, qui permettent donc de faire ces bruits ou de bouger les tables. Donc voilà comment ça a commencé. Il y a eu des précurseurs aussi, hein, je pense qu'on en a parlé, c'était le premier qui... tac, 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 non, on n'en parle pas. Tiens, il me semblait que ça a peut-être été regroupé dans ce... faudra que je vérifie. Dans les précurseurs, ben, il y avait, j'ai déjà cité un certain nombre de... Il y a Emmanuel Swedenborg, ça vous dit quelque chose? On en avait parlé déjà, je pense pas, non? Ben, Emmanuel Swedenborg, donc c'était un extatique suédois qui était connu, quoi. C'est un scientifique. Alors c'était presque une centaine d'années avant, hein. C'était fin du XVIIIe siècle. Vous avez encore aujourd'hui des groupes de Swedenborgiens qui suivent cette philosophie de Swedenborg. Et donc, il a écrit un livre, il a toute une théologie, hein, toute une philosophie qu'il a conçue et qui est consignée dans des livres. J'ai commencé à lire un peu, mais je vous avoue que je n'ai pas réussi à arriver à la fin parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est assez complexe, hein. Je n'ai peut-être pas les capacités de le comprendre. Et un des phénomènes marquants aussi, déclencheurs qu'il y a eu avec Swedenborg, c'est qu'ils étaient en Suède, donc réunis à Göteborg, donc qui est à quelques centaines de kilomètres de Stockholm. Il était réuni là-bas avec d'autres personnes. Et en plein milieu de la réunion, il est tombé en transe en disant, voilà, je vois Stockholm, il y a un grand incendie dans la ville de Stockholm, dans telle rue, tel endroit, qui est en train de brûler telle maison, etc. Et il a vu ben, l'incendie, tiens, là, je vois maintenant qu'il s'est arrêté ou il a été maîtrisé au niveau de telle maison. Donc vraiment une vision sur laquelle il a pu donner plein de détails, hein. Et un ou deux jours après, parce que les quelques centaines de kilomètres à l'époque, c'était à cheval ou ça prenait du temps pour les faire. Ben, quand les nouvelles sont arrivées, tout ce qu'il avait décrit, c'était exactement ce qui s'était passé, y compris l'incendie qui s'était arrêté à l'endroit précis qu'il avait indiqué. Donc c'est là aussi un des phénomènes, hein, qui a déclenché le swedenborgisme, qui est quand même spiritualiste en disant, ben, c'est son esprit qui s'est transporté et allé voir et a pu percevoir ce qui se passait à Stockholm. Et Swedenborg aussi, dans ces états-là, pouvait converser avec d'autres esprits qui étaient là autour de lui. Vous voyez. Donc c'était un autre précurseur du spiritisme. Vous aviez en France un philosophe qui s'appelait Maine de Biran. Je vous en ai parlé aussi déjà. Enfin, l'année dernière, oui, cette année, je ne suis pas sûr. Qui avait, lui, alors, par pur, le philosophe qui réfléchit, qui observe, qui médite, était arrivé à la conclusion qu'il y a certaines de nos facultés, comme par exemple la volonté, ne pouvaient pas résider dans notre cerveau. Il fallait que ça vienne de quelque chose d'extérieur au cerveau, donc une âme. Et c'était ce qu'on appelle le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français. Et vous avez donc des écrits de Maine de Biran et sur Maine de Biran. Et donc la philosophie au début, dans la première moitié du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, était spiritualiste en France, hein. Alors qu'aujourd'hui, les philosophes sont quand même pour une grande majorité monistes, hein, c'est-à-dire matérialistes. Magali? Alors le micro est coupé. Faut ouvrir le micro, Magali. On ne vous entend pas. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Bonjour. Je me permets de vous poser une question. Je sais que vous en avez parlé dans les séances précédentes, mais j'ai pas très bien saisi les nuances entre Oui. le terme
spirit et spiritualiste, voilà ce terme de spiritualiste, spiritualisme, est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, alors Kardec en parle dans l'introduction du livre des esprits, hein. Je crois que c'est le premier paragraphe de l'introduction où il dit pour des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, hein. Ça, c'était son point de vue à lui. Les Anglais, après, donc 10 ans avant, hein, 10 ans ou 9 ans avant le livre des esprits, ils avaient appelé ce mouvement le spiritualisme moderne. Ils ont pris spiritualisme, ils ont rajouté un adjectif pour qualifier donc l'observation, l'étude de ces phénomènes de communicabilité, hein. Et Kardec avait dit, bon, le mot spiritualisme a déjà beaucoup de sens, donc lui en donner un de plus, ça ne ferait qu'ajouter à la confusion, hein. L'amphibologie, comme il dit, un mot qui veut dire plusieurs choses et qui finit par diluer le langage, quand on ne sait plus trop de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi je préfère définir un nouveau mot, et c'est donc lui qui, la première fois, et ça maintenant c'est reconnu par les chercheurs, le CNRS, des langues et tout, que le mot spiritisme, la première fois qu'il a été utilisé en France, c'était en 1857 dans le livre des esprits. D'accord? Alors la différence, c'est que on dit que spiritualisme, le mot, en son sens général, c'est l'opposé du matérialisme. Le matérialisme, c'est les personnes qui croient que tout ce qu'on voit dans la nature, c'est la matière. D'accord? Donc les atomes, les molécules, les particules, etc., ce qu'étudie la physique, la chimie, etc. Alors que les spiritualistes, eux, disent, oui, il y a la matière, mais il y a aussi l'esprit, il y a autre chose, il y a quelque chose d'immatériel dans l'univers et dans la nature, hein. Ou, alors, spiritualiste, donc, et spiritualiste, tous ceux qui croient que dans l'univers, il existe autre chose que simplement la matière, notamment qu'il existe une âme, que cette âme survit après la mort, etc. Donc, par exemple, toutes les religions sont spiritualistes. Tous les catholiques, protestants, israélites sont spiritualistes puisqu'ils croient à l'existence et à la survie de l'âme, hein, de l'esprit. Mais ils sont spiritualistes, mais ils ne sont pas forcément spirites, hein. Les catholiques sont spiritualistes, mais ils ne sont pas spirites, puisqu'ils ne croient pas en la réincarnation, ils ne croient pas à la médiumnité, etc. Donc, c'est là où on voit que le mot spiritualiste a donc un sens très général, hein. Tout spirit est spiritualiste, mais tout spiritualiste n'est pas spirit. Et c'est ça qui permet de bien faire la différence entre les deux mots. Merci beaucoup, ça va mieux. Voilà. Merci bien. Et si vous voulez, relisez L'intro. l'introduction, hein, du livre des D'accord. esprits. Sur les premiers paragraphes, il l'explique, hein. Il a eu toujours cette rigueur par exemple, il dit aussi qu'est-ce qu'il entend par le mot âme, hein, puisque le mot âme aussi avait plusieurs sens, hein. Vous avez d'autres mots comme le mot religion. Religion, certains voient dans la religion quelque chose de bien et d'autres voient dans la religion quelque chose des bondieuseries, des superstitions, des choses comme ça. Donc, dans le mot religion, l'interlocuteur que vous avez en face de vous peut le comprendre de façon positive et un autre le comprendra de façon négative. Donc, typiquement, c'est des mots, si on veut se faire comprendre, ce n'est pas le meilleur mot à utiliser puisque chacun le comprend un peu à sa façon. Oui. Vous voyez? Et donc, pour la clarté du langage, il a préféré définir des nouveaux termes. Spiritisme, spirit, spiritiste, etc. Et père-esprit. Père-esprit aussi, c'est un nouveau mot. On entend, c'est le mot spirit, entre guillemets, mais moi j'utilise assez souvent aussi l'expression corps spirituel. Vous voyez, parce que père-esprit, vous avez beaucoup de mouvements spiritualistes qui ne comprendront pas, alors que corps spirituel, ils comprendront tout de suite, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est cette mademoiselle Huet, là, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois. Elle était dans la Société parisienne des études spirites pendant les premières années, hein. Après, on a retrouvé une lettre où Kardec la remercie gentiment, quoi, en disant c'est plus la peine de venir, hein, parce que bon, c'était une personne qui avait effectivement une réelle faculté médiumnique, mais qui
étaient attachés au spectacle et qui finissaient par poser plus de difficultés qu'autre chose. Donc Flammarion l'a suivi, il a fait des comptes rendus que vous pouvez trouver. Et Mademoiselle Huet, elle a aussi fait toute une chronique, plus de 2 décennies plus tard, dans la revue Le Spiritisme, donc qu'on a aussi mis sur l'Encyclopédie Spirit. Hein, donc on a tous les numéros, il ne nous en manque qu'un seul, hein, vers la fin. Il nous manque un numéro mensuel qu'on n'a pas trouvé, hein, ni à la BNF, ni à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, ni sur Google, ni nulle part, hein, qui nous manque encore, pour compléter la série. Mais dans ce journal, vous trouverez donc sur toute une année, hein, dans chaque numéro, Mademoiselle Huet racontait ce qui se passait dans son salon en citant les noms des personnes qui étaient là, les phénomènes qui se produisaient, etc. Donc, on a plein d'informations sur ce sujet, sur ces salons. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous mettre, je les ai récupérés dans les journaux pour les mettre bout à bout, en faire dans un seul fichier, quoi. Hein, donc, je pourrais vous l'envoyer ou je le mettrai sur le groupe WhatsApp, ou sur le groupe Skype, pardon, si vous le souhaitez. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire à part, sur ce sujet? Voilà. Margaret et Kate, ainsi que, alors là, ils mettent l'IA, en fait, c'est L-E-A-H. Alors, l'IA, c'est peut-être la traduction de l'I en français. Voilà, Kate, elle avait 11 ans. Je vous avais dit qu'elle avait moins de 10 ans, alors qu'en fait, non, elle avait 11 ans. Mais c'était une gamine, quoi, qui a commencé à jouer avec le phénomène. Et c'est ce jeu, si vous voulez, qui a attiré l'attention en disant, ah, bah tiens, il y a une intelligence derrière, on peut poser des questions et des réponses, etc. Encore un petit événement déclencheur par rapport au phénomène. Hein. Monsieur Splitfoot, pied cassé, en fait, c'est pied fourchu. C'est le sabot des porcs. Hein. Donc, elle n'était pas très polie avec le phénomène. Hein. Faites comme moi en tapant dans les mains, elle tapait 3 fois, puis il y a eu 3 coups, etc. Hein. Et donc, ça a commencé en fait par jeu, comme un jeu. Et là, c'était organisé par les esprits qui ont inspiré la gamine à faire ça et qui ont enjoint, entre guillemets, l'esprit à y répondre, quoi, hein. Voilà. Et donc là, vous avez l'histoire un peu plus longue. Si vous voulez l'histoire complète, vous la trouverez. Alors, il y a un livre de Arthur Conan Doyle qui a été traduit en français, l'histoire du spiritisme. Et lui, donc, il est allé aux États-Unis tout au début du XXe siècle. 50 ans s'étaient passés déjà. Hein. En 1898, il y a eu un congrès à Londres des spiritualistes en commémoration du cinquantenaire des phénomènes de Hightsville. Encore aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, dans cette région-là, vous retrouverez, alors, comment est-ce que ça s'appelle? Ah, j'ai de plus en plus de mal avec les noms, je suis désolé. Il y a un village là-bas un village entier où il n'y a que des spiritualistes. Alors évidemment, il y a du commerce, il y a des médiums, ils vendent des objets. C'est un peu comme Lourdes en France, si vous voulez, quoi. Hein, mais pour le spiritualisme, et qui existe toujours, qu'on peut aller visiter. Je suis personnellement jamais allé, mais si vous avez l'occasion de le passer aux États-Unis, ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà, allez, il vous donne même le nom, Isaac Post, hein, c'est lui qui a eu l'idée. Alors, c'était pas un coup pour A, 2 coups pour B, et il disait A, B, C, boum. Et quand il y avait le boom, c'est OK, bah, c'est cette lettre qu'il faut prendre. Ouais, ça va un petit peu plus vite, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à communiquer. Gabriel Delanne en parle aussi dans le phénomène spirit. Vous voyez, il fait aussi un récit de cet épisode, mais le récit le plus complet, c'est Arthur Conan Doyle. Hein. Voilà. Et parmi donc les personnes sérieuses qui sont allées voir, il y a un juge, hein, John Edmonds, hein, un professeur qui s'appelait Mapes, hein, un autre qui s'appelait Robert Hale, l'autre c'était Dale Owen, hein, qui entre autres hein, sont allés voir, ont fait des enquêtes et ont reconnu, ils voulaient démasquer
la supercherie, et ils sont tous reconnus en disant non, les phénomènes sont effectivement authentiques. Et on n'a pas réussi à identifier de cause autre que celle qui est avancée. Voilà. Là, vous avez aussi les noms des Français qui se sont... il y avait pas mal d'intellectuels qui participaient. Kardec, il en parle un petit peu dans les... Enfin, il avait pris des notes qui ont été publiées après dans les œuvres posthumes, où il donne aussi quelques informations sur cette période-là qui sont assez intéressantes. Malheureusement, des fois, il cite que... il y a un épisode dont je me souviens, il dit « Monsieur M », 3 petits points. Donc il dit c'était un personnage excentrique qui était discrètement en France et qui avait des idées un peu révolutionnaires, entre guillemets. Hein. Et certains, alors, et c'est là où il y a encore un petit problème des recherches qui sont encore à terminer, disent ce monsieur M, c'était peut-être Karl Marx, qui était un contemporain de Kardec, et qui, à l'époque, Napoléon lui avait gentiment dit sors du pays si tu veux pas que je te mette en tôle. Et il était exilé en Angleterre. Mais il venait parfois discrètement en France. Hein. Et l'esprit qui était là à ce moment-là lui disait lui, il va venir d'abord, en se tournant, c'était une corbeille avec un crayon, hein, il va venir d'abord pour, je dirais, imposer ses idées. Et toi, en montrant Kardec, tu viendras après pour réparer, refaire tout ce qui a été cassé. Alors, c'est un peu épisodique, mais on peut dire, ben oui, effectivement, le communisme est déjà passé. Hein. Il y a eu à partir au début du XXe siècle, la révolution bolchevique et tout. Vous avez plusieurs pays, la Chine ou la Corée du Nord ou Cuba ou d'autres, hein, ou le Venezuela en ce moment, j'en oublie peut-être, hein, qui ont instauré des régimes communistes qui ont, pour la plupart, pas très bien tourné, quoi, qui sont assez rapidement transformés en dictature, ici ou là. Et des régimes qui cherchent un peu à forcer l'égalité entre les êtres humains. Donc, l'erreur du communisme, c'est justement ça, c'est qu'il va contre nature. Hein, c'est l'épisode du plombier polonais ou de l'Allemagne de l'Est. Hein. Ma mère avait de la famille qui était en Allemagne de l'Est. Il disait que quand il y avait une fuite d'eau, ben, il fallait attendre 6 mois, 1 an pour que le plombier vienne. Et comme les plombiers, ils étaient tous traités pareil, ben, vous en aviez un qui était travailleur et l'autre qui était fainéant. Ben, devinez ce qui s'est passé. Si le travailleur ne reçoit pas plus que le fainéant, ben, ils deviennent tous fainéants. Il dit pourquoi je me fatiguerais. Donc c'est un peu le fait de vouloir forcer tous les êtres humains à être égaux, ça part d'un bon sentiment, d'un bon principe, mais c'est contre nature. Hein. Parce qu'il y en a qui sont travailleurs, d'autres qui sont fainéants, il y en a qui ont une intelligence plus développée, qui apprennent plus, et d'autres qui sont plus dans l'oisiveté ou dans l'indifférence, qui ne cherchent pas à comprendre et à apprendre. Et donc, ce sont ces différences au niveau de l'utilisation du libre arbitre de chacun qui expliquent les différents niveaux d'évolution qu'on trouve entre les personnes ici sur la Terre. Donc, forcer une égalité, c'est contre nature. Hein. Et c'est ça qui a fait, c'était une des causes, hein, Léon Denis en parle pas mal, notamment dans un article qu'il a écrit Socialisme et spiritisme, mais pas que, où il explique, selon lui, pourquoi tous ces systèmes n'ont pas fonctionné à cause de ça, et aussi parce qu'ils sont, pour la plupart, éminemment matérialistes. Hein. Tout est basé sur le matériel, sur l'argent, etc. Et donc, c'est les 2 causes que Léon Denis cite pour expliquer pourquoi ces phénomènes n'ont pas fonctionné. Et donc, ce monsieur M, 3 petits points, ça aurait peut-être été Karl Marx. Mais quand on va dans les recherches qu'on a faites, c'est pas toujours facile, la date qui a marqué de cet épisode dans les écrits de Kardec, à cette date-là, quand on regarde la biographie de Karl Marx, il n'était pas en France. Il n'aurait pas été en France. Donc, on a toujours un peu le doute, quoi. Mais ça vous donne l'exemple de tout le monde, en fait, s'y intéressait. Hein. Même l'empereur Napoléon III, hein, avec l'impératrice Joséphine,
ils avaient fait venir Daniel d'Anglasaume au Palais des Tuileries en 1855. Hein. Donc ces tables tournantes se pratiquaient même dans ces milieux-là. Hein. Et c'est d'ailleurs grâce à ces séances avec Daniel d'Anglasaume que Napoléon III était lui aussi convaincu de l'authenticité du phénomène et que il a fichu une paix royale, ou pour mieux dire impériale, à Kardec. Hein, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, la police s'en mêle, vous avez la pression des ecclésiastiques, des évêques et tout, arrêtez ça, les gens deviennent fous et tout. Mais il y avait chaque fois l'empereur qui était derrière, non, laissez-les faire. Et c'est comme ça que Allan Kardec, il a pu, jusqu'à sa mort en 1869, développer son travail sans être inquiété par les autorités du pays. Donc c'est là où on voit comment toutes ces choses-là ont été mises en place, comment elles ont été organisées pour que ça se fasse, quoi, en fait, c'est ça, pour que la mission puisse se réaliser. Mais c'est vrai qu'Allan Kardec, il a quand même reçu des grandes personnalités, comme des ducs, des comtes, des princes, des gens Ouais, passent. oui. Et puis des Français, des Russes, il y a des envoyés. Le pape a envoyé des émissaires, alors pas dans le groupe de Kardec, mais dans le groupe de Delanne. Hein. Gabriel Delanne, il en parle à un moment donné. Ou Alexandre Delanne, toujours dans la revue Le Spiritisme. Alexandre Delanne, qui était le père de Gabriel, il a aussi fait toute une série d'articles où il dit, où il essaie il publie en fait ses mémoires, quoi. Et là aussi, c'est très intéressant, et notamment, il donne des détails sur ses émissaires qui étaient venus incognito, hein, en civil, comme on dit, et qui, donc, Madame Delanne, la mère de Gabriel, qui était médium, ne savait pas qui venait, ne savait pas qui ils étaient. Elle a commencé à leur parler en latin, si je me rappelle bien, et leur a dit quelque chose concernant le pape qui était vraiment troublant, que personne ne savait. C'était une information qui n'était absolument pas publique, quoi. Donc, ces émissaires-là en sont ressortis un peu retournés, quoi. Hein. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. C'est peut-être un peu anecdotique, mais voilà, c'était les premières pierres. Et comme je le disais, aujourd'hui, les sympathisants spirites se chiffrent par dizaines de millions. Pas en France. Hein. En France, je dirais, c'est peut-être quelques dizaines de milliers, peut-être un peu plus. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent Allan Kardec qu'on ne le pense. Hein. Mais voilà, on n'est pas arrivé au développement qu'on peut voir, par exemple ici au Portugal, hein, vous avez beaucoup plus de spirit, ou au Brésil, ou en Colombie, ou à Cuba. Cuba, c'est un des pays où vous trouvez, il y a 700 groupes spirit à Cuba. Je ne sais pas si vous le saviez, mais malgré le régime communiste, hein, j'ai pu aller là-bas. C'est la ministre des religions qui est venue me chercher à l'aéroport. Vous vous rendez compte? C'est fou. Je me suis dit, mais Et puis j'ai pu causer avec elle dans la voiture. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous, gouvernement communiste, vous appuyez le spiritisme? Et elle m'a répondu de façon très claire. Ben, le spiritisme encourage la charité, encourage la pratique du bien, et donc nous, gouvernement cubain, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on soutient le spiritisme. Une réponse très claire, quoi. Il y a parfois des choses comme ça qui nous surprennent. Et en France, là actuellement, j'ai vu, il y a sur YouTube, il y a une vidéo qui est sortie d'une interview d'un laïc, enfin, qui est très catholique, avec un autre jeune qui s'occupe de démonologie et qui ont fait une émission de 45 minutes sur Allan Kardec. C'est consternant, quoi. En gros, c'est des démons, quoi. Voilà. Ah oui, bah oui. C'est pas des laïcs, ça, c'est des religieux, quoi. Oui. Mais on en est encore là. Hein. Oui. Bah, c'est pas nouveau, hein, et ça continue encore. Hein. Et Kardec, il a parfaitement répondu à cette objection, notamment dans Qu'est-ce que le spiritisme? Un démon qui conseille de faire le bien, c'est un démon bizarre quand même. Hein. Un démon qui encourage la réforme morale, c'est quand même un démon bizarre. Il travaille contre lui, le démon, là. Hein. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'appelle le système de tiroir, quoi. On a un tiroir hallucination, il y a un tiroir démon, hop, on met les trucs qui nous gênent dedans, on referme le tiroir et on n'en parle plus. Hein.
Ouais, la Mais nature, c'est elle n'est toujours pas la comme même ça. approche. C'est Oui, effectivement des démons, mais c'est des démons qui se cachent en anges. Et enfin, voilà, quoi. ben, c'est ça. Pour tromper les gens. Donc, Ben, mais un démon qui se cache en ange et qui dit du bien, il vaut ouais. mieux ça que quelqu'un qui critique. Enfin bon, vous voyez, bon, ça tient pas. Hein. Moi j'étais content la première fois que j'ai lu Le ciel et l'enfer, où Kardec il fait vraiment le tri dans toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est pas logique, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait pas sens. Hein. Dieu qui est soi-disant parfait, il crée des anges, hein, il fait des créatures à part, mais pas si parfait que ça, parce qu'il y en a un qui déconne, quoi. Il y en a un qui se déchoit et qui se transforme en démon. Bon, il est parfait ou il n'est pas parfait, quoi. C'est c'est des histoires qui tiennent pas, quoi. Hein. Et donc, l'interprétation que Kardec donne, elle est quand même très claire. Les anges, c'est pas des créatures à part, c'est tout simplement des esprits qui étaient comme nous et qui ont évolué pour devenir de bons esprits, qu'on deviendra aussi un jour. Hein. Et les démons, ben, le démon, c'est l'incarnation du mal en général, de façon générique, quoi. Hein. Il n'existe pas quelqu'un qui a été créé éternellement voué au mal, ça n'existe pas. Hein. Les punitions éternelles, tu es en enfer, tu y sortiras plus jamais. Elle est où la miséricorde de Dieu, hein, le pardon il y a plein de choses qui sont enfin, dans la doctrine catholique qui ne sont pas logiques du tout. Et quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on se rend compte que bah, c'est un spectre qu'on met pour faire peur aux gens et pour les dominer et les manipuler. Hein. Donc voilà, avec tout le respect. Hein. Euh, Ma mère était catholique, elle me disait toujours, je suis né catholique, je vais mourir catholique, parce que elle cherchait pas à réfléchir, elle voulait, comment dire, elle avait besoin d'un prêtre, de quelqu'un de confiance qui lui dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Hein. À l'époque, les prêtres étaient encore à peu près de confiance. Aujourd'hui, bon, ben, vous avez des imams ou même des prêtres desquels il faut quand même se méfier un peu plus, quoi. Ils ne sont pas aussi parfaits qu'ils ne le semblent ou qu'ils ne devraient être. Hein. Alors, ma mère, ça ne l'empêchait pas de lire Chico Xavier, Nos Solars, de croire en la réincarnation. Non, mais je suis catholique. Vous voyez, c'est des personnes comme elle, hein, parce qu'elles ne veulent pas ou parce qu'elles n'ont pas les capacités de réfléchir par elles-mêmes, elles ont encore besoin de ces systèmes hétéronomes où on leur dit ce qu'il faut croire, quoi. Elles n'ont pas encore acquis l'autonomie suffisante pour de réfléchir à ses croyances, les comprendre d'abord pour croire après, en utilisant notre libre arbitre, hein, ce qui est l'approche que Kardec a retenue pour le spiritisme, l'approche autonome, hein, qui contraste avec cette approche hétéronome imposée des religions traditionnelles. Michel? Oui, ce qu'a dit Franck, là, c'est vrai que c'est intéressant. Un jour, un prêtre m'avait dit un peu la même chose, et je l'avais lu, chapitre 9, Marc, chapitre 9 de l'Évangile, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Ah, bah, il y a une contradiction, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas C'est clair, ça, quelque chose qui n'est pas logique. Hein. exactement. Donc, c'est pas nouveau. Et après, vous en avez. Parce que, bon, il y a les religieux qui voient le spiritisme d'un mauvais œil. Eux, c'est le tiroir du diable. Hein. Et ils n'ont pas d'autres objections. Hein. Et Kardec, il y avait des jésuites qui étaient infiltrés dans la Société parisienne des études spirites. Hein. On en a maintenant des lettres qui le confirment. Et notamment quand il a publié Le ciel et l'enfer, les premiers exemplaires, ils ont été achetés par des jésuites qui ont cherché justement des arguments pour le contrer. Ils n'ont pas réussi. Hein. Le seul argument qui leur reste, c'est de dire c'est le diable. Tant que les gens ont peur du diable, ça fonctionne, quoi. Ils arriveront à la détourner. Mais comme il y a de plus en plus de gens qui pensent que le diable n'existe pas, ben c'est un argument qui ne fonctionne plus. Ils n'ont pas d'arguments logiques et rationnels pour expliquer que vous voyez, c'est vraiment, ils en restent à cet argument dogmatique de base, quoi, qui n'est pas du tout basé sur un raisonnement.
Et les scientifiques, ils ont un autre tiroir, c'est les hallucinations. Bon, ok, mais c'est quoi les hallucinations? Des hallucinations qui voient des choses qui sont vraies et vérifiables. Est-ce que c'est toujours encore des hallucinations? Qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? En fait, c'est un mot, c'est un tiroir qui n'explique rien. Et ils mettent, il y en a beaucoup qui le mettent là-dedans. Après, vous avez d'autres personnes qui cherchent aussi à exploiter ou à utiliser le spiritisme, hein. C'est un peu ce qu'évoquait Michel, qui veulent faire des faiseurs de miracles ou des vendeurs de miracles, hein, puisqu'il y a du commerce derrière, ou des Madame Irmin, ou j'en passe, qui n'aiment pas non plus qu'on montre la vérité d'un peu trop claire pour casser leur business, quoi. Ceux-là aussi s'opposent au spiritisme. Mais c'est ce qu'avait cité Franck, hein, dans ce message de l'esprit de vérité à Allan Kardec que vous voyez dans les œuvres posthumes. Il lui disait, hein, toutes ces choses-là vont se produire, hein. Kardec en avait souffert. Aujourd'hui, on y fait encore face. Heureusement qu'on n'en est plus au Moyen Âge, parce qu'au Moyen Âge, on mettait les sorcières sur des bûchers, on les brûlait, hein. On n'en est plus là quand même, hein. Mais bon, voilà, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit c'est le diable ou ben, je fais un beau sourire et puis voilà. J'ai de la compassion pour ce frère ou cette sœur qui m'ont amené cette objection. Je ne cherche pas trop à les contrarier non plus parce que je sais que c'est difficile, hein, voire impossible. Il faut laisser le temps, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, quoi. Moi, je conseille, c'est une vision personnelle, mais aux gens de relire, enfin de lire ou de relire un petit ouvrage d'Allan Kardec qui est remarquable, qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme, Ah où oui. il répond sous forme de dialogue avec un prêtre, un scientifique, c'est Un remarquable, journaliste, hein. c'est remarquablement bien fait. Alors, moi je dis toujours ce livre, si jamais un jour vous êtes interviewé pour passer à la télé ou à la radio ou même chez vous ou ailleurs, dans la famille, hein, les gens viennent, c'est quoi ton truc? Est-ce que tu peux venir nous en parler? Lisez Qu'est-ce que le spiritisme? Parce que, comme tu l'as dit, Franck, hein, avec le religieux, le scientifique et le journaliste, euh, les arguments et les questions que Kardec écoutait beaucoup à l'époque et qu'il a mis dans ce livre en disant, en expliquant chaque fois la réponse, hein, qu'il avait faite, ben aujourd'hui, on vous pose encore les mêmes questions, on a toujours encore les mêmes objections. Non, moi je suis scientifique, je veux être convaincu, je veux qu'on me montre des phénomènes. Bon, qu'est-ce qu'on répond à ce genre d'objection? Comme vous lisez la réponse que Kardec a mis dans ce petit livre, ben, c'est encore la meilleure qu'on puisse donner aujourd'hui, hein. Et les objections du religieux, pareil. Et l'objection du journaliste également, quoi. Donc, oui, tu fais bien de le citer, c'est un petit livre, hein, il fait une soixantaine de pages. Il y a cette première partie qui est ces questions-réponses. Et la deuxième partie, je crois qu'il a fait aussi un résumé des points principaux du spiritisme, si je m'en souviens bien. Donc, un petit livre qui est très complet. Et donc, c'est là où on voit, hein, là, ce qu'on est en train de voir. Heidsville, c'était 1848, Kardec, le livre des esprits, 1857, donc ça fait 170 ans maintenant, hein. Et ça a avancé un peu, hein. Je disais, il y a que 30-40 millions de spirites ou sympathisants dans le monde. Donc il y a eu un progrès qui, même si c'est que 0,4% de la population mondiale, ben, au Brésil, ça atteint déjà quelques pourcents, quoi, hein. Les spirites sont reconnus, Chico Xavier. Il y a le jour reconnu par l'Assemblée et le Sénat au Brésil, le jour national du spiritisme, qui est le 18 avril, hein, l'anniversaire du Livre des Esprits. J'y étais moi-même quand, en 2010, il y avait le centenaire de la naissance de Chico au Brésil, où il y avait un grand congrès au Brésil. Et donc, j'étais invité, ils m'ont emmené au Sénat brésilien. J'étais dans l'amphithéâtre du Sénat où les sénateurs se réunissent et il y avait une séance qui commémorait le centenaire de Chico Xavier, avec des sénateurs qui étaient là, des députés qui en parlaient à la tribune, quoi. C'est des choses assez incroyables, hein. Moi, je me disais, le jour où je serai au Palais du Luxembourg pour voir la même chose en France, l'eau aura coulé sous les ponts et là, on sentira quand même un certain changement, quoi.
Il n'y a pas de raison objective que ça n'arrive pas. Alors après, il ne faut pas être naïf, hein. Pourquoi les politiques brésiliens s'intéressent au spiritisme? Parce qu'il y a des dizaines de millions d'électeurs derrière, hein. C'est pas par hasard. Donc voilà. Mais le spiritisme fait son bonhomme de chemin. Il y a eu plein d'études, l'ectoplasmie, tous ces phénomènes qui ont été observés par des centaines et des centaines de chercheurs, avec des photos et tout. Ça s'est un peu calmé, la parapsychologie est un peu tombée en désuétude ces dernières années, mais voilà, c'est quand même une réalité de la nature, hein, ce monde spirituel. Vous avez plus de 50% de la population mondiale qui est spiritualiste, hein, qui croit, la majorité des humains le sont. Malheureusement, ce ratio de 50%, il est un peu plus faible dans les milieux académiques. C'est là où on trouve encore le plus de résistance. Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire cette résistance, elle est purement dogmatique, basée sur des préjugés. Donc, les préjugés ou les dogmes, ce sont des attitudes qui sont profondément anti-scientifiques. Les scientifiques ne devraient pas avoir de préjugés ni de dogmes. Il faut qu'ils soient neutres et objectifs pour observer les phénomènes de la nature. Il ne faut pas qu'ils les rejettent a priori. Ce n'est pas scientifique de faire ça. Et vous avez maintenant de plus en plus de livres qui soulignent ça. Ça commence à bouger, hein. Combien de temps ça mettra, je ne peux pas vous le dire. Les plus optimistes disent encore quelques années, peut-être quelques décennies. Moi, je dis, bon, peut-être encore un siècle ou deux, mais le paradigme changera, c'est clair. Surtout que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup d'applications, de plus en plus d'applications dans la médecine. Dans la médecine, vous avez maintenant des milliers d'études qui ont été faites sur l'influence de la spiritualité ou de la religiosité sur la santé, hein. Comment les croyances religieuses d'un malade peuvent aider à sa guérison, hein. Là, c'est des études qui prouvent l'efficacité, justement, hein, des prières, qui prouvent l'efficacité des pensées religieuses ou à l'inverse, hein, des fois ça joue en positif ou en négatif, sur ce qu'on appelle le coping, hein, la manière dont le patient fait face à sa maladie. Et on sait très bien que celui qui dit « Ok, je me retrousse les manches, je vais lutter contre ma maladie », il a beaucoup plus de chances de guérir ou de guérir plus vite que celui qui baisse les bras et qui dit « Ça y est, tout est fini, je ne m'en sortirai pas, hein ». L'effet placebo, il y a plein de choses qui sont clairement observées et admises, mais pas encore expliquées. Donc, on y va tout doucement, hein, on y va doucement mais sûrement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore sur le sujet? Le livre de Conan Doyle, je vous l'ai cité, alors 12. Vous voyez, c'est Histoire du spiritualisme. Il me semble qu'on l'a sur l'encyclopédie Spirit, hein. Il doit y être. C'est un ouvrage qui est remarquable et écrit par, c'est bien Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, hein. C'est bien cet auteur-là qui a fait tout un livre, toute une étude historique sur l'apparition et le développement du spiritisme aux États-Unis. Il avait voyagé là-bas, passé plusieurs mois pour récupérer toutes les informations nécessaires. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques, ou commentaires, ou témoignages? Alors Delphine nous écrit, vous parlez du Ouija. Alors c'était à 7h58. Alors le groupe dont je vous ai parlé à Mulhouse, là, qui faisait bouger les tables, il faisait aussi du Ouija, hein. Et ça, par contre, ça m'avait laissé un peu plus sceptique, hein. Vous savez, les tables de Ouija, c'est en fait une planche où vous avez les lettres de l'alphabet, les chiffres, oui, non, enfin un certain nombre de symboles. Et vous avez donc une souris, hein, comme une souris, avec un pointeur devant. Et donc, il y a une ou deux personnes qui mettent la main sur la souris et la souris se déplace pour indiquer les lettres. Et vous avez une personne qui est là pour lire les lettres et une autre personne encore qui les écrit sur le papier. C'est un des moyens de communication. Alors là, j'étais un peu plus sceptique parce qu'une des personnes justement qui avait cette médiumnité-là, qui mettait la main sur la souris, elle disait les lettres avant que la souris aille sur la lettre, quoi. Bon, soit elle pousse la souris vers la lettre,
soit elle arrive à capter par médiumnité, en fait, hein, la lettre, et donc dans ce cas-là, la souris, elle sert à quoi, hein. J'étais resté un peu plus sceptique, mais certainement, hein, le Ouija est aussi un phénomène authentique. Mais pour conclure sur cet épisode de cette famille que j'avais visitée là-bas à Mulhouse, en fait, j'avais observé au bout de quelques séances, des fois ça marchait pas, des fois ça marchait. Et bizarrement, euh, quand il manquait une des participantes, ça marchait pas. Et quand elle était là, ça marchait. Donc j'en ai assez vite déduit, ben, le médium à effet physique, c'est elle, hein. C'était cette personne qui apportait le fluide, l'ectoplasme qui était nécessaire à la production du phénomène. Et systématiquement, après chaque séance, elle était fatiguée, elle était épuisée, hein. Donc ça montre la déperdition d'énergie du médium à effet physique pour faire ce genre de phénomène. Et au bout d'un certain temps, elle était même tombée malade et elle ne pouvait plus venir. C'est là où ils n'avaient pratiquement plus de résultats. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est, OK, ces phénomènes à effet physique fonctionnent, hein. Dans le cas des sœurs Fox, bah, c'était une des gamines qui avait la médiumnité à effet physique qui permettait à l'esprit de produire les phénomènes, hein. Ça a d'ailleurs été confirmé par la suite dans les expériences qu'ils avaient faites. Mais voilà, tout ce qui est effet physique, c'est fatigant et éprouvant. Et c'est pour ça que très vite, les spirites sont passés à autre chose. La psychographie, par exemple, hein, ou même la psychophonie, hein, consciente ou inconsciente, hein. Les mots viennent dans la tête et puis le médium les écrit ou les dit. Et au fur et à mesure qu'il les dit, il y a les mots suivants qui viennent, hein. Donc ça, c'est la psychographie ou la psychophonie intuitive. Et vous avez celle qui est complètement automatique, où le médium dit des choses ou écrit des choses. Il n'est absolument pas conscient de ce qu'il dit ou de ce qu'il écrit. Il découvre ce qu'il a écrit en le lisant après coup ou en l'écoutant après coup, hein. Et donc ça, ce sont comment dire, les formes de médiumnité qui demandent beaucoup moins d'ectoplasme, beaucoup moins d'effets physiques et qui sont beaucoup plus pratiques, évidemment, en parlant, en écrivant, pour faire des phrases, que lettre par lettre, ou en récitant les lettres de l'alphabet à chaque lettre. Vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite, hein. Kardec n'aurait pas pu avoir les réponses qu'il a eues dans le livre des esprits uniquement par ses anciennes méthodes, hein. Voilà. Ils avaient essayé après de se mettre au magnétisme, hein, de faire un peu autre chose dans ce groupe à Mulhouse. Mais voilà, au bout d'un certain temps, j'ai plus eu trop de nouvelles. En fait, ils avaient arrêté. La dernière fois que je l'avais vu, il était en train de faire un élevage de pigeons. Vous voyez, changer de. Donc là aussi, on voit, ben, c'était l'attrait pour le phénomène, quoi. Il était un peu motivé par la curiosité, cette table qui bouge, etc. Et ils ne sont pas allés bien au-delà, quoi. Mais c'est toujours un premier pas. Voilà, j'ai de nouveau dépassé l'horaire, je suis désolé, il est déjà 8h30. Ben, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on avait déjà dit? Donc ce sera le 2 février, on verra un peu plus qui était Alan Kardec, hein. Qui était-il et pourquoi lui, hein, pourquoi moi? Voilà. Donc, ben, il ne nous reste plus qu'à remercier les bons esprits qui étaient avec nous pour nous faire guider dans ces réflexions, dans ces remarques, pour comprendre comment tout ça s'est produit, comment ça s'est mis en place, et que ça puisse nous éclairer par rapport à tout ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, et surtout comprendre le but et la finalité de tous ces phénomènes, hein, de nous donner des preuves de l'existence de ce monde invisible et aussi de ces échanges entre le monde invisible et le monde des incarnés, de ces influences des esprits qui sont plus ou moins bonnes suivant la loi d'infinité et qui peuvent utiliser à bon escient, nous aider énormément dans notre progrès, dans notre avancement. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche
une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci Merci beaucoup. Charles, bon Charles. dimanche à tous. Merci à tous. Bon Bon week-end. dimanche. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, bonsoir. Bon, ben, moi, je vous dis à tout à l'heure, Charles. Oui, à tout à l'heure, Christiane.